La commission des affaires économiques, qui est notamment en charge des activités productives et des entreprises, nous avons le plaisir ce matin d'accueillir Monsieur le Président directeur général de Saint-Gobain, Monsieur Benoît Bazin, et je tiens à vous remercier de votre présence parmi nous aujourd'hui. Monsieur le Président, vous êtes accompagné de Monsieur Dominique Azam, directeur des affaires institutionnelles de votre groupe, que nous saluons également et à qui nous souhaitons la bienvenue. Saint-Gobain, c'est un groupe qui a une longue histoire en France, puisqu'il est issu de la manufacture royale des glaces de miroirs créées en 1665, avant de devenir société anonyme en 1830, qu'il a fusionné avec Pont-à-Mousson SA en 1968, ce qui lui a donné une nouvelle envergure mondiale et qu'il a été nationalisé en 82 avant d'être privatisé en 86. Longtemps cantonné au verre, votre groupe s'est beaucoup diversifié au XXe siècle. Aujourd'hui, il conçoit, produit, distribue de nombreux matériaux et services pour les marchés de l'habitat et de l'industrie. Saint-Gobain affirme avoir aujourd'hui l'ambition de devenir le leader mondial de la construction durable. Saint-Gobain s'est présent dans 80 pays avec plus de 161 000 collaborateurs et en 2004, le chiffre d'affaires s'est élevé à 46,6 milliards d'euros, tandis que le résultat d'exploitation en progression atteignait 5,3 milliards d'euros. Votre siège social est établi en France et Saint-Gobain réalise 29% de son chiffre d'affaires en Europe du Sud, dont la France, et 24% en Europe du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que 21% en Amérique. Je note enfin que votre groupe joue un rôle absolument majeur en matière de recherche, puisqu'il possède 8 centres de recherche et de développement transversaux, ainsi qu'une centaine d'unités de développement dans le monde, regroupant 3 700 chercheurs. Son budget total de recherche et développement s'élèverait, mais vous nous confirmerez tout cela, à 450 millions d'euros. Et avant de vous céder la parole pour une quinzaine de minutes, Monsieur Bazin, je souhaiterais vous poser quelques questions liminaires. Votre groupe est issu d'une longue histoire française, créée par Colbert, et vous avez fêté votre 360e anniversaire cette année. Pourtant, votre groupe compte 3 salariés sur 4 travaillant hors de France. Comment expliquez-vous ces choix de développement et de localisation de vos activités et quels sont vos projets industriels à venir pour la France ? Deuxième question, comment évaluez-vous la situation de l'industrie européenne ? Quelles sont ses limites ? Quelles sont ses fragilités ? Et de quoi notre industrie européenne aurait-elle besoin, selon vous, pour se consolider face à une concurrence mondiale de plus en plus forte, particulièrement agressive ? Et de quoi aurait-elle besoin également pour pouvoir mieux rebondir ? Votre groupe, ce sera ma dernière question, a l'ambition de devenir le leader mondial de la construction durable. Vous venez d'inaugurer au Canada en septembre une usine qui produit des plaques de plâtre entièrement alimentées à l'électricité verte. Et vous avez lancé en Finlande, en juin, une usine d'isolation qui est la plus bas carbone du monde. Quelle stratégie de décarbonation développez-vous en France alors qu'actuellement, votre usine, en Meurthe-et-Moselle, serait le 17e site le plus émetteur de gaz à effet de serre en France, selon le réseau Action Climat. Comment comptez-vous parvenir à réussir cette décarbonation quand d'autres grandes industries renoncent à leurs investissements ? Monsieur le Président directeur général, merci encore de votre disponibilité pour venir échanger avec nous aujourd'hui, à la fois sur la situation et sur la stratégie de Saint-Gobain et sur ce qui peut nous permettre de mieux soutenir vos activités industrielles et de construction, notamment dans le domaine de la rénovation thermique des bâtiments. Je vous cède donc la parole pour une quinzaine de minutes. Comme d'habitude, au sein de notre commission, nous entendrons ensuite les orateurs de chacun des groupes qui sont inscrits, chacun pour 3 minutes maximum, afin de vous laisser au moins 1 minute pour répondre à leurs questions, puis nous entendrons les orateurs individuels, à qui je demande de bien vouloir s'inscrire dès maintenant, pour 1 minute par question, et en vous invitant à répondre là encore aussitôt à chacun d'entre eux dans le délai d'1 minute. Et puis à la fin, nous vous laisserons bien évidemment quelques minutes supplémentaires pour pouvoir apporter des compléments aux questions qui ne manqueront pas de vous être posées, et si vous souhaitez bien évidemment rajouter quelques compléments de réponse pour le cas où vous n'auriez pas eu le temps imparti de le faire lors de l'expression des orateurs des groupes et des questions individuelles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour à la fois votre invitation et puis cette introduction très, très riche.
Mon propos liminaire donc, sera concentré sur à la fois la stratégie globale de Saint-Gobain et puis naturellement ce que nous faisons en France. Je traiterai peut-être un certain nombre de vos points de questions, mais on y reviendra, je suppose, dans les débats ultérieurement. Effectivement, Saint-Gobain fête cette année ses 360 ans, donc une très longue et une très riche histoire, qui est longue parce que Saint-Gobain n'a eu de cesse de se réinventer, de beaucoup innover, mais également de se réinventer. Nous opérons aujourd'hui dans 80 pays, avec effectivement un chiffre d'affaires en 2024 de l'ordre de 47 milliards d'euros et 161 000 collaborateurs. Le premier point, c'est la raison d'être de Saint-Gobain. Alors, elle est exprimée en anglais parce que nous sommes un groupe très international et nous voulons avoir la même raison d'être, c'est « Making the world a better home ». Donc, véritablement, se concentrer sur le monde de la construction et le monde de la construction durable. Pour ça, d'ailleurs, le groupe Saint-Gobain s'est engagé à atteindre la neutralité carbone en 2050. On a une trajectoire très ambitieuse. On a déjà baissé depuis 2017 de 34% nos émissions de CO2, nos émissions directes. Et j'y reviendrai, nous avons énormément d'activités à la fois dans l'offre commerciale bas carbone et puis naturellement dans la décarbonation de notre empreinte. Peut-être un retour sur la profonde transformation qui a eu lieu chez Saint-Gobain au cours des dernières années. Moi, ça fait 26 ans que je travaille chez Saint-Gobain, plus une année comme stagiaire il y a bien longtemps, 1993, donc 27 ans de ma vie consacrée à Saint-Gobain, avec un court passage avant ça dans l'administration. Donc je dédie toute ma vie à Saint-Gobain et j'en suis très heureux. Depuis 2019, quand j'ai été nommé directeur général délégué, puis directeur général, puis président directeur général, nous avons beaucoup fait évoluer Saint-Gobain sous deux angles. Le premier, et il est important, c'est sous un angle organisationnel. Nous étions organisés depuis des décennies par ligne de produits mondiale, avec des Français à la tête de ces lignes de produits, la laine de verre, le vitrage, la plaque de plâtre, les mortiers, etc., dans des structures matricielles assez compliquées, avec ce qu'on appelait des délégations, des sortes d'ambassadeurs, de préfets dans chacune de nos régions. Au total, une structure assez lourde. Et nous avons décidé en 2019 de la basculer complètement par pays. Donc aujourd'hui, Saint-Gobain est piloté avec un seul échelon de responsabilité, c'est par pays. C'est très adapté naturellement à nos marchés locaux. On ne construit pas en Normandie comme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on ne construit pas au Vietnam comme au Canada. Et donc, avoir des marchés locaux, c'est extrêmement important. Nous avons 1100 usines dans le monde. Pas parce que Saint-Gobain est désorganisé, mais parce que nos produits sont très souvent pondéreux, ne voyagent pas. Et donc, il faut fabriquer localement. Donc, cette organisation locale, elle est très puissante parce qu'elle est adaptée en termes de proximité client, parce qu'elle est adaptée en termes de proximité avec nos équipes. Moi, je crois beaucoup à la proximité managériale pour faire avancer les différents collaborateurs du groupe. Et puis, elle est naturellement, alors on l'a fait en 2019, un petit peu par anticipation, elle est adaptée à un monde déglobalisé, puisque nous ne sommes pas directement impactés par les barrières tarifaires, puisque nous fabriquons aux États-Unis ce qu'on vend aux États-Unis, en Inde ce qu'on vend en Inde, en France ce qu'on vend en France. Donc voilà, c'est une première évolution, mais qui est très forte, parce qu'elle a notamment apporté beaucoup de valeur à Saint-Gobain, dans la mesure où pays par pays, on vend des solutions, des systèmes. Dans le monde de la construction, les produits ne sont pas isolés. Ils font partie d'une façade, ils font partie d'une performance thermique d'une maison. Ils répondent à un besoin global d'un architecte. Donc la capacité de donner à un directeur général de pays ou une directrice générale de pays l'ensemble de l'offre de Saint-Gobain leur permet d'élaborer une performance globale. Et on pourrait y revenir, mais c'est vrai qu'on a une trentaine de produits, par exemple pour la rénovation individuelle d'une maison, qui permet de baisser de 70% la facture énergétique. Et ça, c'est l'ensemble des produits qui sont mis en œuvre tous ensemble. Donc première grosse transformation qui est importante en termes de décentralisation, de subsidiarité, de proximité de la décision, c'est par pays. Et nous avons la richesse dans le groupe d'avoir 90% de nos directeurs ou directrices générales qui sont des natifs de leur pays. Qui mieux qu'une Polonaise pour gérer la Pologne et un Vietnamien pour gérer le Vietnam plutôt que moi depuis Paris. La deuxième chose, c'est une évolution forte du périmètre du groupe. Nous avons fait entrer et sortir à peu près 40% du chiffre d'affaires du groupe. Le chiffre d'affaires était de l'ordre de 40 milliards en 2018 et nous avons fait tourner 17 milliards de chiffre d'affaires. Donc vendu, rentré, pour se concentrer de plus en plus sur la construction durable, pour aller chercher de la croissance dans un certain nombre de géographies et pour rendre le groupe toujours plus fort, toujours plus cohérent dans cette offre de solutions que j'évoquais. Donc c'est important parce que ces 126 acquisitions, ce sont 2 offres publiques d'achat aux États-Unis, c'est tripler la taille au Canada et également une offre publique d'achat en Australie. Alors effectivement, dans cette évolution, au-delà de l'organisation, le groupe a beaucoup changé son empreinte géographique. Nous avions 70% de nos ventes en Europe de l'Ouest
en 2018, et maintenant c'est aujourd'hui 50%, parce qu'on est allé chercher de la croissance en Amérique du Nord, en Asie, en pays émergents, en Inde, au Moyen-Orient, là où il y a beaucoup de croissance de la population. Le premier paramètre de croissance pour nous, c'est la croissance de la population. Ça veut dire ensuite croissance des bâtiments, des infrastructures. Donc le groupe a assez profondément évolué dans son exposition géographique. La France reste notre premier pays de chiffre d'affaires. Pour vous donner également les quelques ordres de grandeur dans notre monde de la construction de l'activité, la France est aujourd'hui notre marché le plus difficile. Depuis 2019, les volumes en France ont baissé de 20% dans le monde de la construction, y compris la rénovation, qui est de très loin notre plus grande activité. Aux États-Unis, nous sommes en hausse de 15%, en Inde de 80%. Donc c'est ça ce à quoi un groupe international fait face. Donc on va chercher la croissance en Inde. Nous sommes numéro 1 et présent en Inde depuis 40 ans, numéro 1 dans toutes nos lignes de produits. Et donc c'est important d'aller chercher la croissance là où elle est. Et c'est vrai que la France est aujourd'hui de loin le pays, et en Europe et dans le monde, qui souffre le plus dans nos métiers. Alors pour zoomer sur la France, elle représente à peu près 25% de notre chiffre d'affaires. C'est de loin le premier pays en chiffre d'affaires, non pas en rentabilité, ce sont les États-Unis. Mais la France est le deuxième pays en termes de rentabilité, enfin de production de résultats. C'est également notre premier pays en termes d'effectifs, de l'ordre de 36 000 salariés. Nous y avons 89 usines, 2000 agences de distribution. Je crois que beaucoup d'entre vous les connaissent. Ce sont les points P, plateforme du bâtiment, CDO. C'est plus tourné vers les artisans que le grand public, mais tout le monde est bienvenu pour aller dans nos showrooms point P ou trouver des artisans qui feront les travaux de qualité que vous souhaitez. Nous avons 5000 recrutements en moyenne annuelle sur les 5 dernières années en France. Une politique également d'alternants, d'apprentis, 1800 en 2025, c'était 2000 en moyenne sur les dernières années. Donc un grand engagement social sur l'activité et les emplois. Dernier élément sur la partie sociale en France, le groupe a une épargne salariale très forte depuis plus de 30 ans. Et nous avons 62 000 collaborateurs dans le monde qui sont actionnaires du groupe. C'est le premier actionnaire du groupe. 8% du capital est détenu par nos salariés. C'est 4,5 milliards d'euros sur plus de 50 pays. Et nous avons 75%, très exactement 78% de nos salariés français qui ont acheté des actions Saint-Gobain lors du dernier plan en mars-avril 2025. Voilà pour la dimension à la fois industrielle et sociale de Saint-Gobain en France. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, notre engagement sur la recherche et l'innovation. C'est effectivement dans l'ADN du groupe depuis des décennies. Donc moi, je m'inscris naturellement complètement dans cette trajectoire-là. Nous dépensons de l'ordre de 600 millions d'euros d'investissement dans la recherche et développement dans le monde. 60% de ça est fait en France. 60% de ça est fait en France, même si nous avons la chance d'avoir des grands centres de R&D dans nos grands pays, l'Allemagne, les États-Unis, la France, le Brésil, la Chine et l'Inde. Ça, c'est les grands centres de R&D transversaux. Et puis ensuite, une centaine de centres de développement, comme vous l'avez évoqué. Nous avons en France plus de 1000 collaborateurs dans la recherche et développement. Donc, c'est tout à fait important. Vous imaginez à quel point le crédit pour recherche est déterminant pour nous et absolument déterminant sur la localisation de nos activités de recherche en France. Moi, j'ai pris la décision d'agrandir notre centre de recherche historique d'Aubervilliers il y a quelques années. C'est un investissement de 50 millions d'euros. Là, je parle d'équipements et de bâtiments. Et donc, pour ça, le crédit d'impôt recherche est absolument essentiel pour le groupe Saint-Gobain et ses activités de recherche en France. En termes d'investissement en France, c'est de l'ordre de 400 millions d'euros d'investissement industriel. À ça, je pourrais rajouter les investissements en location, parce que nous sommes plutôt locataires de nos agences de distribution, c'est de l'ordre de 300-350 millions. Si on devait les capitaliser, on serait aux alentours de 750 millions d'euros d'investissement par an en France, une grosse moitié sur nos métiers industriels et une petite moitié sur nos métiers de distribution. Donc des investissements importants que nous allons continuer, des investissements qui sont sur l'ensemble de nos activités. Je prends l'exemple, par exemple, de notre grand four verrier, notre grand centre verrier à Compiègne. C'est de l'ordre de 100 millions d'euros d'investissement pour reconstruire un four, le projeter sur les nouvelles technologies, avec des lignes de transformation de sécurité, notre vitrage automobile. Donc on y a concentré une centaine de millions d'euros d'investissement sur les dernières années. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, l'activité de Pont-à-Mousson. C'est 200 millions d'euros d'investissement sur une activité difficile, je ne le cache pas, parce que la sidérurgie en Europe, en France aujourd'hui, c'est difficile. Nous y avons courageusement investi 200 millions d'euros dans une activité dont moi j'ai été le président en 2016, qui était en perte de 50 millions d'euros, qui maintenant est arrivée sur des résultats faibles, mais sur des résultats positifs. 200 millions d'euros d'investissement, c'était pas rien.
notamment face à des concurrents dont certains, et je me suis battu pour ça, ont été condamnés pour concurrence déloyale par la Commission européenne. Donc vous savez qu'on a depuis 2014 la possibilité en Europe d'avoir une clause de réciprocité sur les marchés publics. Malheureusement, elle n'a pas été traduite au plan juridique de façon forte et claire par la France. Elle a été traduite en Italie, en Espagne. Donc il y a quand même toujours une petite inquiétude quand on est maire et qu'on a un appel d'offres public de savoir s'il y a une absolue juridique de fermer ces appels d'offres à des concurrents turcs, indiens, chinois, alors que leurs marchés publics nous sont fermés. Bon, on se bat pour ça, mais c'est un effort constant. Donc voilà pour nos investissements industriels, donc de façon tout à fait forte. Sur ce sujet d'ailleurs de Pont-à-Mousson, on a la nécessité, alors je crois que nous sommes plutôt 60e dans la liste des 50 sites les plus émetteurs en France de CO2. Je ne crois pas qu'on soit 17e, moi j'avais en tête 60e, mais ça reste quand même un sujet important à traiter. Et pour ça, c'est un investissement tout à fait colossal, de l'ordre de 200 millions sur l'électrification d'un four. Donc ce sont des technologies nouvelles pour passer du haut fourneau au four sur ce site émetteur. Pour ça, il faut de la visibilité, de la stabilité sur différents paramètres. D'une part, vous imaginez qu'investir 200 millions d'euros sur un four électrique dans une activité qui est soit en perte, soit légèrement à l'équilibre, c'est pas facile, sur un métier qui n'est plus au cœur de la stratégie de Saint-Gobain, et je m'en suis expliqué plusieurs fois. Donc nous avons des discussions avec l'État, notamment avec l'ADEME, pour une subvention. Nous avons des discussions avec les fournisseurs d'électricité pour savoir quelle serait l'électricité décarbonée et compétitive à horizon de 2027-28, donc c'est demain matin, parce qu'il faut prendre des décisions, et également avec RTE pour avoir les branchements nécessaires sur ce gros site de Pont-à-Mousson. Tout ça est en discussion, mais ça fait 1 an et demi, 2 ans que c'est en discussion. Voilà, donc l'ensemble de la France, c'est un dispositif très important dans l'ensemble du groupe. Nous avons également une présence très forte dans les territoires. Quand on a 2000 agences, ça veut dire que n'importe quel artisan de France est à moins de 9 km d'une agence de négoce de matériaux de Saint-Gobain, donc une capacité à répondre notamment à la rénovation énergétique des bâtiments qui est tout à fait forte. Donc oui, la France fait partie de Saint-Gobain, c'est le pays numéro 1 et ça le restera. Maintenant, c'est un pays qui souffre en termes d'activité depuis plusieurs années. C'est un pays sur lequel la rentabilité est parfois difficile. C'est un pays sur lequel nous, on a besoin de visibilité, de stabilité, des paramètres. J'ai lancé lundi matin notre plan stratégique à 5 ans, Lead and Grow. Après un premier plan 2019, Transform and Grow, transformer Saint-Gobain, puis Grow and Impact 2021-2025. Je l'ai lancé lundi matin à 9h. Et ensuite, avec nos investisseurs toute la journée et avec tous les collaborateurs du groupe toute la journée d'hier. La situation de l'industrie européenne, je vais peut-être dire quelques mots. Nous avons besoin là aussi d'un cadre compétitif. Pour moi, le principal sujet dans nos métiers industriels, c'est le coût de l'énergie. C'est le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie en Europe, il est 4 ou 5 fois plus cher que ce qu'on a aux États-Unis ou ce qu'on peut avoir en Chine. Fort heureusement, les produits de Saint-Gobain ne voyagent pas trop. Enfin, on voit quand même arriver maintenant du verre chinois en Pologne, en Italie, en Espagne, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Jamais vu auparavant. Donc, avoir une capacité d'investissement en énergie décarbonée, c'est essentiel. Je ne comprends toujours pas depuis 20 ans la politique européenne sur la définition du prix de l'électricité. Mais on pourra y revenir. C'est important d'investir dans la recherche et développement en Europe. On a vu certains rapports qui montrent qu'on investit la moitié de ce qu'investissent les États-Unis. C'est important d'avoir une politique de concurrence en Europe qui favorise des champions européens et non pas qui segmente les marchés en 27 pays. Et puis la trajectoire de décarbonation, le troisième point, on y reviendra, c'est un engagement très fort de Saint-Gobain. On investit 220 millions d'euros spécifiquement sur des investissements de décarbonation. Moi, j'ai donné il y a 4 ans à nos équipes, alors très modestement, ne croyez pas notre Race to the Moon. On est né dans le verre en 1665. Je leur ai dit, on va quand même pas être les 2e ou les 3e à faire du verre zéro carbone. On va pas laisser ça aux Américains, aux Chinois, aux Japonais. On a été les premiers au monde à le faire. Et on est les premiers au monde à avoir une offre de verre bas carbone en Asie, en Europe. On a été les premiers au monde et on est toujours les seuls au monde à faire de la plaque de plâtre électrifiée. Oui, parce qu'au Canada, avec Hydro-Québec, on a de l'électricité hydraulique avec des engagements à long terme. De même en Norvège, pour la première usine qu'on a décarbonée et électrifiée. Donc on est très engagé sur ces sites-là et sur la décarbonation. Les 4 priorités de recherche et développement de Saint-Gobain, elles sont toutes les 4 tournées sur la décarbonation de nos process, l'économie circulaire. On a
dans notre laine de verre en France, 60% de matériaux recyclés. Donc l'économie circulaire est quelque chose d'extrêmement important. Je vois qu'il y a des débats en ce moment en France sur la REP. Et on a besoin là aussi de stabilité, même si les systèmes ne sont pas parfaits. On a la chance en France d'avoir des DPE, la REP, des systèmes que beaucoup de nos pays envient. Donc je crois qu'il vaut mieux les optimiser que de vouloir les changer trop souvent. Donc voilà, nous sommes très engagés sur ces sujets de décarbonation, à la fois sur la construction, parce que la construction représente 40% des émissions de CO2. Donc aucun pays ne peut décarboner sa trajectoire si on ne traite pas le sujet des bâtiments publics, privés et des infrastructures. Et Saint-Gobain essaye de faire de son mieux et d'être un acteur très engagé sur ce sujet-là qui mobilise véritablement toutes les équipes du groupe. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai déjà été trop long, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président Directeur Général, pour avoir tracé ces perspectives à la fois sur les enjeux de décarbonation et perspectives de développement des activités industrielles du groupe. Avant de passer aux orateurs des groupes, vous me permettrez, mes chers collègues, en votre nom, de saluer l'arrivée de Madame Christelle Minard au groupe LR et dans notre commission. Et malgré les circonstances, Madame la députée, nous vous souhaitons la bienvenue ici dans notre commission et nous vous souhaitons de bons travaux. Merci. Je vais donc céder la parole au groupe Rassemblement National pour 3 minutes maximum. La parole est à Monsieur Frédéric Weber. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, chers collègues, depuis la manufacture des glaces de 1665 jusqu'à vos usines d'aujourd'hui, votre groupe incarne un savoir-faire français reconnu mondialement. Dans mon département de Meurthe-et-Moselle, je pense à l'usine de Pont-à-Mousson, PAM, dont chacun connaît le renommé et qui a fait vivre des générations entières dans le bassin de la métallurgie. Je pense aussi au site de Fougue, où travaillent 330 salariés. Vous y avez récemment investi 20 millions d'euros dans le four électrique Vulcain, permettant une réduction de 62% des émissions de CO2. Dans le même temps, nous avons aussi vu votre groupe investir très fortement à l'étranger. Je pense au Canada, où vous avez inauguré il y a quelques jours une grande usine de plâtre zéro carbone. Ce choix s'explique sans doute par un environnement plus porteur. Le Canada offre un marché en pleine expansion où votre groupe peut se positionner en leader sur l'ensemble de la filière. C'est le signe d'une stratégie de conquête, filière par filière, soutenue par un accompagnement public fort, une dynamique que, malheureusement, nous ne retrouvons pas aujourd'hui en France. Or, la question de la réindustrialisation a été au cœur d'une commission d'enquête parlementaire créée à la demande du groupe Rassemblement National et dirigée par mon collègue rapporteur Alexandre Loubet. Nous avons pu mesurer au cours des auditions à quel point notre pays s'enferme dans les carcans qui découragent l'investissement productif. Nous avons à cette occasion formulé plusieurs propositions concrètes pour créer un choc de compétitivité. Supprimer la CFE qui pénalise nos sites industriels. Alléger drastiquement les impôts de production. Sortir des règles absurdes du marché européen de l'énergie. Et enfin, supprimer certaines normes anti-industrie, à commencer par la loi ZAN qui bloque nombre de projets industriels. Cela suppose par ailleurs de tourner la page de la politique énergétique socialo-macroniste, qui a ruiné notre compétitivité et soumis nos prix de l'électricité aux règles de Bruxelles. Dans un tel environnement, il n'est pas surprenant de voir apparaître des signaux de fragilité. En novembre 2024, Le Monde faisait état d'une étude de la cession de la division Sécurite et des réseaux de réparation, soit près de 800 emplois concernés en France. C'est pourquoi je souhaite vous interroger directement. Quelles sont aujourd'hui, parmi vos activités et vos sites en France, les filières les plus à risque ? Des cessions d'activités sont-elles envisagées? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député, Monsieur le Président. Saint-Gobain est très engagé sur tous ces sites en France. Moi, j'ai expliqué depuis plusieurs années, depuis 2017, que l'activité de Pont-à-Mousson n'est pas au cœur de la stratégie du groupe. Nous sommes sur la construction durable, l'enveloppe du bâtiment. Nous ne sommes pas sur les marchés de l'eau. Et alors, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas le travail sur Pont-à-Mousson, puisqu'on a investi 200 millions. Et comme vous voulez de rappeler, on continue de le faire sur Fougue. Et j'espère pouvoir le faire sur le site de Pont-à-Mousson. J'attends de savoir quel est le prix de l'électricité sur lequel on pourra fonctionner, puisqu'on va s'engager sur plusieurs décennies. Et en m'assurant également que quand on débranchera le fourneau, on aura RTE qui nous aura branché le site de Pont-à-Mousson. Donc nous sommes très engagés pour continuer de rendre tous ces sites compétitifs quand ils sont dans le groupe, sur l'ensemble de nos activités. Pour autant, le raisonnement, il est assez simple, c'est que Pont-à-Mousson a un seul au fourneau. Saint-Gobain a 125 usines de plaques de plâtre. Quand on en achète en Australie, quand on investit au Canada, on en a plusieurs en France, à Chambéry, à Cognac, à Vaujour, dans le 93, on sait comment les améliorer.
Aujourd'hui, je ne suis pas capable d'apporter du savoir-faire sidérurgique à Pont-à-Mousson. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de notre mieux et qu'on continue d'investir, et vous le voyez, je crois, sur votre territoire. Mais aujourd'hui, s'il y avait un meilleur acteur, je serais heureux de pouvoir en parler. Si ça n'est pas le cas, nous continuons à faire de façon très engagée le travail sur Pont-à-Mousson. Et encore une fois, les investissements le démontrent. Moi, je suis très engagé compte tenu de ce que représente Pont-à-Mousson sur le territoire, dans l'histoire du groupe et comme acteur industriel. Donc on va continuer de faire ça, mais pour autant, ça n'est pas dans le cœur de la stratégie du groupe. Voilà. C'est une activité maintenant qui est rentable, alors qu'elle perdait de l'argent, elle était même en perte de cash, donc c'était quand même assez douloureux pour le groupe, mais on va continuer de faire ce qu'il faut pour ces filiales-là. On a besoin... Là aussi, que l'Europe et la France fonctionnent. Non-réciprocité des marchés publics, il faut qu'en France, on fasse pas des appels d'offres sur des marchés publics avec des tuyaux turcs, avec des tuyaux sur lesquels on devrait pouvoir fermer les marchés publics. Je cède la parole pour le groupe Ensemble pour la République à M. Jean-Luc Fugit. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le PDG, si je prends la parole, c'est pour aborder un sujet qui dépasse la seule situation de votre entreprise et qui concerne l'ensemble de la filière du bâtiment, la question du ralentissement du marché français de la construction et les enseignements que votre groupe peut en tirer au regard de son expérience internationale. Depuis plusieurs mois, les indicateurs du secteur sont préoccupants. La baisse des permis de construire, la montée des coûts de financement, la prudence des investisseurs et des ménages. Tout cela traduit une perte de dynamisme d'un marché qui est historiquement porteur, comme nous le savons. Ce ralentissement a des conséquences directes sur l'emploi, sur l'investissement productif, mais aussi sur la transition écologique du bâti, dont le succès repose en grande partie sur la vitalité du secteur de la construction. Dans ce contexte, Saint-Gobain, qui est présent dans plus de 70 pays, comme vous l'avez rappelé, dispose d'un point de vue comparatif, si je m'exprime ainsi, sur les dynamiques de marché, les politiques publiques et les stratégies de relance qui peuvent fonctionner ailleurs. Votre groupe a d'ailleurs engagé une transformation importante, le recentrage vers la chimie de la construction, chimiste que je suis y est sensible, le développement de solutions bas carbone et la diversification internationale pour accompagner la croissance dans d'autres zones. Ces orientations elles permettent de replacer la question française dans une perspective plus large. À la lumière de votre présence mondiale, quelles sont, selon vous, les principales faiblesses structurelles du marché français de la construction par rapport aux autres pays dans lesquels vous opérez? Et surtout, quelles seraient vos préconisations ou leviers prioritaires pour relancer durablement l'activité du secteur en France tout en soutenant les objectifs de décarbonation et de rénovation énergétique qui sont indispensables pour notre avenir et qui, je l'espère, sont incontournables dans votre stratégie? Et comme vous évoquiez à l'instant que vous aviez adopté un plan stratégique à 5 ans, l'enseignant-chercheur que je suis voudrait aussi vous entendre nous donner quelques précisions sur la place de la recherche au sein de votre groupe. J'allais pas vous dire quel budget, parce que c'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses, mais quels sont les axes majeurs, quelles sont les politiques de financement aussi. Moi, je m'intéresse aussi au passage à la question de comment vous appuyez sur le financement, comment vous aidez les jeunes à faire de la recherche, y compris chez vous, donc les doctorants, et ensuite, y a-t-il aussi une politique d'embauche des docteurs? Parce qu'on sait que c'est une véritable problématique donc pour nos jeunes en termes d'insertion professionnelle. On le voit avec hier aussi un prix Nobel. On peut se féliciter d'ailleurs, je pense qu'il faut se féliciter d'avoir eu une fierté française hier, d'avoir le prix Nobel de physique qui a été décerné à un Britannique, un Américain et à un chercheur français, mais aussi un chercheur français qui a dû s'expatrier pour pouvoir conduire une partie de ses recherches. Et donc, je profite de le dire ici, mais aussi si vous pouvez nous donner votre vision de la recherche à l'international, c'est très intéressant pour nous. Merci. Monsieur le Président. Merci. Ça fait beaucoup de questions importantes. La recherche, en quelques mots, oui, nous sommes très au contact des doctorants, des chercheurs. On a eu le plaisir d'accueillir Alain Aspect chez Saint-Gobain, donc j'espère qu'on pourra inviter le suivant comme prix Nobel. Nos 4 axes de recherche, ils sont sur les sujets de décarbonation. C'est 1, décarboner nos process. 2, accélérer dans l'économie circulaire, comment on fait avec des matériaux recyclés, comment on les trie, etc. Produire et inventer des systèmes de construction légère, c'est-à-dire qu'on peut construire par ossature et pas sur des murs pleins de béton ou de briques. Et puis 4, utiliser notre savoir-faire matériaux, céramique, chimie de la construction, pour décarboner non seulement la construction, mais également des process industriels dans le verre, dans l'aluminium, etc. Donc nos 4 axes, et on dit dépense 600 millions d'euros, c'est autour de ça. On est très attentif aux liens, on a des laboratoires mixtes avec le CNRS, et donc on est très très attentif à ça historiquement pour Saint-Gobain. Sur le bâtiment, c'est vrai que la situation est très préoccupante en France. Elle a tout un tas de conséquences sur le ralentissement économique. On a 70% des gens qui sont dans des HLM qui refusent des mobilités professionnelles parce qu'ils ne vont pas retrouver un logement.
Donc je pense même un impact sur la démographie. On n'a pas de natalité parce qu'on ne peut pas trouver un logement, on ne peut pas s'accroître en logement. Donc ça a des conséquences tous azimuts extrêmement fortes. Merci, Monsieur le Président. On pourra revenir. On reviendra dessus parce que c'est un sujet important. Je comprends que ce soit assez frustrant, mais on essaye de tenir ce rythme. Et puis, vous pourrez revenir, bien évidemment, j'ai répondu sur la recherche, de période voilà. sur l'ensemble des questions. Pour le groupe La France Insoumise, je cède la parole à Monsieur Maxime Lenné. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président Directeur Général. Je vais vous donner l'occasion de développer vos réponses, parce que j'avais certaines questions communes. D'abord, vous dire que je vous rejoins sur la difficulté posée aux industriels et même à l'ensemble des entreprises sur l'absence de visibilité sur les prix de l'électricité. Demain matin, devant cette commission, je présenterai avec mon collègue Philippe Bollot un rapport sur la question et nous critiquerons évidemment l'accord passé entre l'État et EDF en novembre 2023 qui, il me semble, n'apporte guère de visibilité à vos activités. Alors, je pourrais vous demander pourquoi des responsables syndicaux affirment qu'on est passé d'une vision industrielle promouvant la défense des activités et donnant une place importante au social à une vision bien plus financiarisée, c'est une citation. Je pourrais vous interroger sur votre objectif de verser 8 milliards d'euros à vos actionnaires d'ici à 2030 sous forme de dividendes, mais aussi de rachat d'actions pour 2 milliards. Mais puisque vous êtes à la tête d'une société du CAC 40 qui travaille dans la construction et la rénovation de bâtiments et d'infrastructures, j'aimerais plutôt vous demander ce que vous pensez des politiques publiques menées ces dernières années pour soutenir ces secteurs. D'abord sur la construction du logement neuf, vous avez commencé à y répondre. Sur la rénovation thermique, on voit le stop and go sur MaPrimeRénov' par exemple. Sur les dispositifs pour faire face à la flambée des factures énergétiques. Sur le maintien ou pas, et on est plutôt dans le pas, de filières industrielles françaises indispensables parfois à vos activités. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que nous pourrions faire mieux sur l'ensemble de ces sujets? Et vous avez parlé du plan que vous avez présenté lundi. Vous avez laissé en suspens ce qui s'est passé également lundi, la démission de M. Lecornu, qui a fait que je crois que votre groupe a perdu 2% en bourse ce jour-là. Est-ce que vous ne pensez pas, comme 70% des Français, qu'on ne prendrait pas de grands risques à mettre fin avant l'heure au mandat du président de la République? Monsieur le Président. Je vais répondre sur le sujet du logement, parce qu'encore une fois, il est conjoint, il est très très important. Ne sous-estimons pas qu'en France, on a mis en œuvre et on a mis en place, même si ça n'est pas parfait, des dispositifs que beaucoup de pays nous envient. Le diagnostic de performance énergétique, il n'est pas parfait, il faut l'optimiser, mais il existe. Il faut former des certificateurs plutôt que de les faire disparaître. Ça prend du temps. Le monde du bâtiment, c'est un monde à inertie longue. Un artisan, il donne une garantie décennale. On parle de centaines de milliers de chantiers. Donc ça ne peut pas être parfait du jour au lendemain, de Périgueux à Caen et en passant par les Alpes. Donc c'est très important. C'est pareil, la REP, c'est des dispositifs qui sont tout à fait importants. Nous, on a des accords avec le comité scientifique et technique du bâtiment pour mesurer, avec la recherche et développement de Saint-Gobain, des capteurs et être capable de fiabiliser le DPE. Donc ça, moi j'y crois, il faut le maintenir, il faut donner de la visibilité. Je crois qu'on en est à la 16e modification du DPE. Et là, quelquefois, on a des remarques sur les sujets de vaccination aux États-Unis. Là, on enlève l'isolation des murs. Bon, moi, j'en ai parlé 350 fois, je peux en parler 360 fois, mais vous voyez, quand on en est à enlever l'isolation des murs sur un diagnostic et une recommandation d'isolation thermique, bon, je ne sais plus quoi dire. Donc c'est important quand même de garder du bon sens et de garder de la stabilité et de la visibilité. Un industriel sur ces sujets-là ou dans ces investissements ou dans le bâtiment, on a besoin de stabilité. Sur le logement neuf, je crois qu'on a tout un tas de sujets de financement, on a des sujets de décentralisation. Vous avez vu le mouvement de Saint-Gobain, et Saint-Gobain, c'est plus facile à faire que tout un tas d'autres sujets, mais nous, on a décentralisé. Moi, c'est les gens au Vietnam qui prennent une décision sur l'investissement de maintenance d'une usine. Je pense que donner du pouvoir aux maires, donner de la liberté aux maires, les sujets de taxes d'habitation, je ne suis pas du tout un expert fiscal, mais je pense qu'on a besoin de visibilité sur des territoires. Les besoins de logement ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre. Donc, dans le neuf, on a des sujets de financement sur le logement social, on a des sujets du statut du propriétaire bailleur. Tous ces sujets-là sont à fiabiliser et encore une fois à stabiliser pour redonner de l'envie dans le neuf, du pouvoir au maire, du pouvoir au local. Et puis sur tout ce qui est rénovation énergétique, moi j'ai plaidé pour un plan Marshall de rénovation en passant par les FG, les revenus modestes, les FG, parce que c'est eux qui émettent 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et comme si on était un médecin dans une salle d'urgence, on commence par l'urgence, le FG, les revenus modestes. S'il y a 1 euro de dépenses publiques, on le met là et on monte après. Merci.
Je vais passer la parole pour le groupe La Droite Républicaine. Monsieur Guillaume Lepers, vous avez la parole, monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bazin, vous êtes à la tête d'un fleuron de notre industrie nationale, une entreprise qui traverse les siècles, qui ne cesse d'innover et qui s'est développée à l'international, comme vous l'avez souligné. Cette présence à l'international, j'ai pu le voir en juin dernier, en visitant avec une délégation de députés du groupe d'amitié France-Chine votre centre de recherche et de développement à Shanghai, où s'imaginent les techniques de construction de demain. Le groupe Droite Républicaine soutient une réindustrialisation de la France par des filières d'avenir qui innovent comme votre groupe. Voilà pourquoi mes questions porteront principalement sur le thème de la compétitivité de notre pays, avec pour objectif de favoriser l'installation de lignes de production ou de centres de recherche et développement. Selon vous, est-ce la fiscalité sur le travail, c'est-à-dire aussi bien le poids des charges que des impôts de production ou la multiplicité des normes françaises qui limite le plus notre compétitivité? A contrario, qu'est-ce qui, selon vous, fonctionne sur le marché du travail français et que contribue à faire notre force? Et dans vos recrutements, souffrez-vous, comme d'autres entreprises, de l'image négative qui a pu être faite jusqu'à peu en France sur le secteur de l'industrie? Trouvez-vous sur le marché du travail français des personnes dont les qualifications correspondent à vos besoins? Ou allez-vous chercher des personnes peu ou pas qualifiées mais formées en interne? Au-delà de la question du marché du travail, quels sont les freins administratifs qui ralentissent l'installation, la transformation de sites industriels en France que vos équipes auraient identifiés et auxquels elles ne sont pas confrontées à l'étranger? Plus spécifiquement, en matière de recherche et développement, croyez-vous qu'il est encore possible d'innover en France? Sur la question des prix de l'énergie ensuite, mon groupe a toujours défendu un prix de l'électricité bon marché grâce à nos choix historiques. Mais l'évolution de ces dernières années vous inquiète-t-elle pour l'avenir? Et cela menacerait-il à terme des emplois ou des sites industriels dans notre pays? Enfin, deux dernières questions sur la guerre commerciale qui a débuté avec le second mandat de Donald Trump. Quelles sont les conséquences pour Saint-Gobain? Et pensez-vous que l'Union européenne agit pour défendre avec force ses intérêts, son industrie et ses emplois, ou au contraire manque-t-il d'occasion de s'affirmer comme le font la Chine et les États-Unis? Je vous remercie. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Micro, Guillaume. Merci beaucoup. Alors, nous sommes sans sujet sur le recrutement. Saint-Gobain et l'industrie a une bonne image et donc on a en plus une raison d'être, la construction durable, qui est très attractive. Donc il n'y a pas de sujet. Encore une fois, on a embauché à peu près 5000 personnes, compte tenu des départs également en retraite, etc., sur chaque année. On a 730 000 heures de formation en France, donc c'est tout à fait significatif. Et le corps social, je crois, de Saint-Gobain avance bien et dans la bonne direction et de façon très engagée. Voilà. Sur les sujets de fiscalité, oui, c'est très important. C'est très important. Saint-Gobain est à l'image de ce que les grandes entreprises françaises ont publié. Si vous voulez, quand on regarde la valeur ajoutée en France, j'ai fait les chiffres sur Saint-Gobain, on a 40% qui part en net de salaire. On a 35% qui partent en termes de charges patronales et de prélèvements obligatoires pour l'État. On a 20% sur les investissements et 5% pour les actionnaires. Donc sur 100% de valeur ajoutée, 40% en net pour les salaires. Si ça pouvait être 45 ou 50, je pense que le pouvoir d'achat s'y retrouverait. 35% pour l'État, entre prélèvements obligatoires et charges patronales. 5% pour les actionnaires, donc ce n'est pas le sujet, et 20% seulement pour les investissements. Donc si on avait moins de fiscalité, moins de charges, on aurait plus d'investissements et probablement plus de pouvoir d'achat pour les salariés. Sur les freins, écoutez, je ne vais pas revenir sur tous les sujets de complexité administrative. C'est vrai, après je pense qu'on peut quand même avancer en France. Moi je suis très confiant qu'on peut faire de la recherche et développement en France. Il faut revenir sur les sujets d'éducation. J'ai pris des partis assez forts il y a plusieurs années sur l'enseignement des mathématiques à l'école, au lycée, parce que sinon on n'aura plus de chercheurs, donc il faut démarrer très tôt. Le coût de l'énergie, oui, c'est le sujet majeur en Europe, et l'Europe ne fait pas assez sur l'énergie, et l'Europe ne fait pas assez pour se protéger sans être naïf vis-à-vis des Chinois et des Américains. Donc il faut sortir de la naïveté, il faut être beaucoup plus brutal, comme le rapport Draghi l'a recommandé. Merci, mais il ne s'est rien passé depuis un an. Merci, Monsieur le Président. Je cède la parole à Monsieur Benoît Biteau pour le groupe écologiste. Vous avez la parole, Monsieur le député. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur Bazin, je ne fais pas d'allusion au prénom, que j'aime beaucoup. On a le même, c'est pour ça. Je vais tenter, dans cette commission, on parle beaucoup d'industrie, mais on parle aussi d'agriculture, et je vais tenter de faire un lien qui n'est pas si saugrenu que ça sur le rôle que vous pouvez jouer, essayer de vous convaincre
sur le rôle que vous pouvez jouer sur la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, aujourd'hui, elle est menacée par l'effondrement de la biodiversité et par le dérèglement climatique. Et c'est sur ces deux sujets-là, par les orientations que pourrait prendre votre entreprise, on pourrait imaginer que vous pourriez vous engager sur cet enjeu de double performance de souveraineté alimentaire, d'agriculture et de rénovation thermique. C'est sur ce terrain-là que je souhaite vous emmener. En effet, vous pouvez jouer un rôle primordial dans la lutte contre le dérèglement climatique, à la fois dans la décarbonation d'une industrie parmi les plus polluantes au monde, comme qu'est la construction, mais aussi dans le rôle de la rénovation énergétique, des bâtiments bien sûr. En Charente-Maritime, département où j'ai l'honneur et le plaisir d'être élu, pour accompagner les agriculteurs vers la baisse d'utilisation des pesticides et donc de lutte contre l'effondrement de la biodiversité, nous avons une proposition très intéressante qui ne vient pas d'un paysan député écolo d'ailleurs, mais du préfet du département lui-même préoccupé par ce sujet-là et que je salue et que je remercie au passage. Son idée est de développer la filière chanvre, une culture qui, au-delà d'être une industrie patrimoniale chez nous, sur ce département, est renouvelable annuellement, ne nécessite aucun produit phytosanitaire, même en conventionnel, ni transformation chimique pour son utilisation en bâtiment, et ses capacités d'isolation thermique sont reconnues, que ce soit en rénovation ou en construction neuve. Et vous en développez d'ailleurs déjà des pans dans votre filiale qui est Weber et le produit Chanvre-Ibat. Donc ma question est donc assez simple finalement. C'est que seriez-vous prêt à engager dans les grandes orientations de votre entreprise le développement, l'accompagnement de cette filière et ainsi aider notre territoire dans sa transition agricole qui participerait à un enjeu d'actualité, si j'en crois l'été dernier, de réduction de l'utilisation des pesticides en agriculture qui participe à préserver la biodiversité dont on aura besoin demain pour tenir la souveraineté alimentaire, et de vous engager également contre le dérèglement climatique grâce à des rénovations thermiques des bâtiments qui, basés sur une ressource parfaitement renouvelable qu'est ce chanvre, permettraient de lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Donc voilà le sens de ma question. Je vous remercie de m'avoir écouté. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Nous sommes très, très engagés sur les sujets de construction durable et de lutte contre les émissions de CO2. C'est la stratégie de Saint-Gobain et ça mobilise 100% de tous les salariés, de la recherche et développement à la vente, aux activités industrielles. Je vous donne un exemple. En France, on a les 400 000 artisans de la CAPEB, les artisans du bâtiment, ils ont un compte chez Point P, chez CDO à la plateforme. On en forme 100 000 par an. 85% des dossiers de MaPrimeRénov', ils avaient utilisé nos logiciels de calpinage pour leur recommander les bonnes solutions. Et là, on peut avoir, avec un retour sur investissement de 5 ans, on baisse de 70% les émissions et sa facture énergétique. Donc c'est le cœur de tout ce qu'on veut faire. Après, on le fera d'autant plus et d'autant mieux qu'il n'y aura pas des changements permanents. Voilà. Donc sur la rénovation énergétique, on le fait tout le temps. Et moi, si je pouvais en faire 2 fois plus, 3 fois plus, on le fera. Je vous donne un exemple. On a investi dans une nouvelle usine de laine à souffler pour isoler les combles en 2017. On l'a fermé parce qu'on a interdit l'isolation des combles. On l'a fermé. C'était 50 millions d'investissements en 2017, à côté d'Angers. On aurait pu livrer la Charente. Bon, on l'a fermé. Bon. Donc ça, c'est les engagements de Saint-Gobain, parce que le marché est à -20 et parce que maintenant, on dit qu'il ne faut plus utiliser les maisons. Le biosourcé, on en fait notamment à côté de Roanne avec du bois, plus que du chanvre. On fait un petit peu de chanvre dans d'autres endroits, donc on est assez agnostique sur tout ça. La laine de verre, on sait la recycler à l'infini. Mais voilà, on est très, très engagé sur tous ces sujets-là, et c'est passionnant, on voudrait en faire plus. Merci, Monsieur le Président. On pourrait revenir, bien évidemment, en fin d'audition sur les éléments sur lesquels vous souhaiteriez apporter des précisions. Pour le groupe démocrate, je cède la parole à M. Romain Daubier. Merci, Monsieur le Président, de votre présence ce matin. Avant de rentrer au cœur de mon intervention, je vais vous donner quelques nouvelles de vos anciens salariés de Verallia Lagneux pour dire que c'est une usine qui vit bien, qui fait toujours un verre creux de qualité, dont j'ai eu le plaisir de fêter les 100 ans de l'usine en octobre dernier. Simplement faire remonter certaines inquiétudes sur ce changement de capital et notamment la venue d'un actionnaire brésilien. Au-delà de ce cas particulier, pourquoi je vous parle de ça, c'est j'ai bien conscience que vous êtes une entreprise, que vous avez des objectifs, des plans de développement, mais à chaque fois que vous décidez, vous m'excusez pour l'anglicisme, un spin-off, qu'après il y a des sessions, etc., vous avez quand même des responsabilités de familles parfois qui travaillent depuis 3 générations dans cette usine. Et je vous invite à avoir une cohérence en fait avec le discours un peu de souveraineté industrielle, de relocalisation
et de tous ces mouvements. Ceci étant dit, pour dire que je suis très fier que Saint-Gobain soit une société française, je souhaiterais qu'il y ait plus de sociétés comme vous, avec une telle ancienneté et un tel développement dans le monde. Donc il ne faut pas m'attribuer des propos que je n'aurais pas dire. Mes questions qui sont très rapides. La première, c'est sur le partage de la valeur. Je suis de ceux qui pensent que le travail doit payer et qu'on doit, pour avoir un capitalisme équilibré, pouvoir que ceux qui travaillent plus, et quand il y a des bénéfices importants dans les sociétés, qu'on puisse les partager. Vous êtes plutôt en pointe pour l'actionnariat salarié. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui manquerait en tant que législateur? Est-ce que vous seriez législateur et vous auriez la plume? Qu'est-ce que vous mettriez en place pour qu'il y ait un meilleur partage de la valeur sur les bénéfices et l'apport de l'actionnariat salarié? Je pense notamment, c'est une manière de faire une sorte de retraite par capitalisation, et je pense que c'est une bonne chose pour ceux qui travaillent. J'avais 1000 questions à vous poser également sur la rénovation énergétique, sur l'usine Weber d'Eyrieux, qui n'est pas trop loin également de ma circonscription, mais je vais vous laisser du temps pour répondre sur des sujets qui me tiennent à cœur. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Alors on est toujours très très engagé quand on fait des évolutions d'activité. On a aussi le devoir de se dire, est-ce que ce métier du verre creux, alors que 90% de Saint-Gobain dans la construction, on va y apporter toutes les ressources nécessaires par rapport à un investisseur dont ce serait le seul métier. Donc c'est à chaque fois comme ça aussi qu'il faut... Parce qu'on peut aussi se dire, c'est un métier périphérique, donc je vais y donner moins d'activité, puis dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il ira mal. Alors que si c'était un actionnaire qui s'en occupe à 100%, il va y consacrer toutes ses ressources. Donc il faut aussi avoir l'humilité de se dire, est-ce que je peux faire tout bien dans le monde actuel, ou est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur notre métier de la construction? Le partage de la valeur, c'est très important pour nous. Quelques chiffres, on a 15% des salaires français au-dessus du salaire net qui viennent de l'intéressement et de la participation. Donc dans toutes nos filiales françaises, il y a intéressement et participation. Quand il y a une meilleure année, il y a une part variable, etc. On a, comme je l'ai indiqué, 75% de nos salariés français qui sont actionnaires du groupe. C'est très important. C'est très important pour avoir pour eux un pécule et un complément le jour venu de retraite, pour acheter une maison. Enfin, il y a tous les dispositifs de déblocage anticipé. C'est également très très important sur l'actionnariat des entreprises françaises. Aujourd'hui, l'actionnariat des entreprises françaises, institutionnelles ou particuliers, il a fondu comme neige au soleil. Les institutionnels français de Saint-Gobain sont passés de 28% à 15%. Les particuliers comptent 6 ou 7%. Donc aujourd'hui, l'actionnariat de Saint-Gobain, il est international. Si on avait plus de capitalisation, plus d'épargne salariale, moins d'assurance vie et un petit peu porté sur les actions françaises, dans la trajectoire, ça fait un meilleur rendement que l'assurance vie, et puis ça stabiliserait l'actionnariat des entreprises françaises. C'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur pour la stabilité des entreprises françaises. Parce que fondamentalement, la nationalité d'une entreprise, c'est celle de ses dirigeants. C'est pas celle de son actionnariat. Mais si les dirigeants changent de pays, ça change beaucoup de choses. Donc oui, il faudrait développer l'épargne salariale, pas que dans les grands groupes, mais ailleurs. Il faut lui donner des dispositifs de soutien, d'incitation. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce sujet qui est très important pour les salariés en capitalisation et pour la stabilité de l'actionnariat des entreprises. Merci, Monsieur le Président. C'est de la parole pour le groupe Horizon, Monsieur Thomas Lam. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur le Président, Directeur Général, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre participation à cette commission, alors que Saint-Gobain, leader mondial des matériaux durables, vient tout juste de dévoiler sa feuille de route pour 2026-2030, appelée Lead and Grow. Votre groupe incarne une double ambition, un ancrage historique dans l'habitat, avec 86% de votre activité liée au bâtiment en 2023, dont 50% générés par la rénovation, un secteur clé pour la transition écologique. Une mutation stratégique depuis 2019 vers une organisation décentralisée et une exposition accrue aux marchés porteurs, notamment l'Amérique du Nord, où vous captez la croissance de la construction bas carbone. Hier, vous avez acté un virage majeur, élargir votre périmètre aux infrastructures non résidentielles, comme la santé, les data centers, les industries propres et les transports, un marché prometteur et colossal. Monsieur le Président, dans ce contexte où l'État français semble être à la croisée des chemins entre relance industrielle et restrictions budgétaires, je souhaitais vous interroger sur 2 points. Le premier, la France, bien que restant votre premier marché, un peu plus de 20% de votre chiffre d'affaires, pourrait voir son poids réduit de quelques points, de 5 à 7 points d'ici à 2030, au profit de zones à plus forte croissance.
Ma question est la suivante. Comment Saint-Gobain compte-t-il sécuriser son activité en France, et notamment, bien évidemment, ses emplois, si les dispositifs comme MaPrimeRénov' ou autres venaient à être réduits davantage? Ma deuxième question, comment votre développement sur les infrastructures en France, data center par exemple, pourra-t-il compenser la baisse de votre activité résidentielle alors que ces marchés dépendent eux aussi des finances publiques, aujourd'hui sous tension? Je vous remercie. Monsieur le Président. Merci. Alors, on fait déjà 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les bâtiments non résidentiels. C'est les hôpitaux, les écoles, les hôtels et l'infrastructure. Donc, c'est déjà un marché très, très important. Moi, ce que j'ai indiqué, c'est comme on se concentre sur la construction. Ce n'est pas que le résidentiel neuf ou rénovation, c'est également tout ce qu'on fait déjà bien sur les écoles, les hôpitaux. Un exemple, l'absentéisme des enseignants, qui est un métier exigeant, on peut le réduire si on a la bonne acoustique d'une salle de classe. Il y a un plan de rénovation des écoles. Je pense qu'il faudrait faire x5 ou x10 pour améliorer le bâti. C'est la même chose dans les hôpitaux publics. En termes de bâtiments, être soignant, être enseignant sont des métiers très, très exigeants. Est-ce qu'on a un outil de travail à la hauteur de l'exigence de ces métiers-là? Et l'acoustique d'une salle de classe, quand elle est mauvaise, c'est 4 fois plus d'absentéisme parce que vous faites l'hypertension et après 20 ans, vous êtes malheureusement plus fragile. Donc nous, notre métier de la rénovation en France, la prime rénov', si vous voulez, c'est pas pour Saint-Gobain, c'est pour que des personnes à revenus modestes aient le catalyse pour le pied à l'étrier pour faire les travaux. Ça représente 2% du marché de la rénovation, si on prend 2 milliards de ma prime rénov' sur un marché de 100 milliards. En revanche, pour un certain nombre de personnes, c'est véritablement majeur. Donc je pense que là aussi, sur des revenus modestes, il faut les cibler, sur les bâtiments F et G, puisque c'est ça, les vrais passoires thermiques ou les bouilloires l'été, c'est là aussi les émissions de CO2. Il faut cibler que ce soit 1 euro, 1 milliard ou 15 milliards, comme l'avait dit un rapport parlementaire il y a 2 ans. Tout argent public, s'il y en a, il faut le cibler sur les F et G, les revenus modestes. Voilà, c'est moi ma recommandation depuis 5 ans. Je n'en bouge pas, je l'ai dit. Après, on l'a changé 16 fois. Bon. Mais sinon, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, ma prime rénov', c'est pas ça qui va changer l'activité de Saint-Gobain. L'activité de Saint-Gobain, si vous voulez, moi, j'ai pas besoin d'investir en France. On est à 20% en dessous de là où on était en 2019 avec les mêmes usines. On a dû en fermer certaines. Si l'activité repart, on a tout ce qu'il faut en termes d'emploi, de savoir-faire et d'usines pour servir le marché. Donc moi, je n'ai pas besoin de dire je vais faire des acquisitions en France, je vais rajouter 15 usines. Aujourd'hui, les usines ne tournent pas en 5-8 et à plein. Donc voilà, et les data centers, oui, on en fait un petit peu. On est un fournisseur important de par le monde. Ça fait partie des marchés non résidentiels sur lesquels, là aussi, on peut décarboner l'enveloppe du bâtiment, faire du bas carbone avec notre chimie de la construction, etc. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres interventions au titre des groupes. Sur les questions individuelles, j'ai 2 inscrits, Madame Lepé et Madame Lemeur. Est-ce qu'il y a d'autres inscriptions? Ce que je vous propose, c'est que Madame Lepé puis Madame Lemeur puissent poser leurs questions l'une après l'autre. Et puis, Monsieur le Président, je vous laisserai répondre aux 2 questions. Et puis, ensuite, vous aurez le loisir de compléter vos réponses sur les questions auxquelles vous n'avez pu répondre ou si vous souhaitez rajouter éventuellement des compléments d'information. Madame Lepé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, ravi de vous avoir parmi nous, surtout aujourd'hui avec l'information qui est tombée. Nous avons un chercheur qui a été reconnu, notamment pour la physique et la physique quantique. Il se trouve que dans ma famille, j'ai aussi 2 personnes qui sont chercheurs sur la physique quantique, et ils m'expliquaient qu'aujourd'hui, nous pourrions aller vers de la recherche et développement sur la partie optique, c'est-à-dire la partie verre, la partie micro, etc. Oui, VE2RE, voilà. Et je me suis dit, quel lien peut-être avec votre entreprise sur la recherche et développement qui pourrait donc multiplier nos productions demain et multiplier surtout la lecture de nos futures productions demain. Merci. Merci Madame Lepé. On va prendre la question de Madame Lemeur et puis voilà, vous aurez du temps pour répondre à l'ensemble. Les réponses que vous n'avez pas pu apporter à Monsieur Fugit, à Monsieur Biteau et à d'autres collègues si vous souhaitez compléter. Madame Lemeur. Merci Monsieur le Président directeur général. Aujourd'hui, donc, c'est le forum de la rénovation globale et de la performance des bâtiments à Paris, donc RénoDays. Donc nous avons une ambition commune, je l'ai bien entendu dans vos propos, qui est cette rénovation énergétique.
Cependant, en 2019, seuls 3% des vitrages étaient recyclés. Donc, je voulais simplement savoir où est-ce qu'on en est actuellement sur le recyclage, notamment, vous parliez tout à l'heure de proximité des lieux d'approvisionnement, mais qu'en est-il en fait de la proximité des lieux de collecte, notamment, parce que quand vous faites une dépose globale ou même individuelle de particuliers des vitrages, qu'est-ce qu'ils deviennent derrière et quelle est la valorisation de ce vitrage dans votre production à venir? Deuxième question, elle était plus en lien, mais ça a déjà été évoqué dans vos propos, par rapport au confort d'été. C'est un sujet qui revient beaucoup, notamment avec les épisodes de canicule que nous connaissons de plus en plus fréquemment. Est-ce que dans la recherche et développement que vous proposez, vous avez ce point, je sais que vous l'avez, donc ce point d'attention. Merci. Monsieur Maxime Ménet pour un deuxième tour. Merci, Monsieur le Président. Non, je m'en voudrais si je vous posais pas la question, parce que il se trouve que mon frère travaille dans le milieu, dans le bâtiment. Enfin, après avoir été longtemps dans le bâtiment, maintenant, il essaye de vendre des maisons, et il m'alerte régulièrement sur ce sujet du DPE que vous avez abordé un petit peu. On a un vrai problème de référentiel commun. On a des gens qui viennent faire un DPE au moment où certaines personnes vendent leur maison. On attribue une certaine note, et les acheteurs, ensuite, quand ils doivent faire de la rénovation, vont voir l'ANA pour essayer de bénéficier des aides de MaPrimeRénov'. On envoie un autre diagnostiqueur, le diagnostic n'est pas le même, résultat, personne n'a le droit à l'aide. Donc vous avez parlé d'une forme de stabilité, d'avoir des référentiels communs, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une forme de service public du diagnostic, et qu'en fait tout le monde puisse avoir confiance dans ces diagnostics? Merci. Merci, Monsieur Lenné. Monsieur le Président, je vous laisse répondre aux trois questions et puis compléter vos réponses sur les autres questions qui vous ont été posées. Je vous laisse une petite dizaine de minutes. Voilà. Alors mes modestes cours de physique quantique datent d'il y a très longtemps, que je n'avais pas prévu de revisiter ça en arrivant, mais merci beaucoup. Il y a des sujets passionnants qui se passent sur le verre depuis très longtemps. Pour vous donner un exemple, nous on dépose quand même une douzaine de couches atomiques sur le verre. Donc le verre à couche qui est très très performant en termes de transmission lumineuse, de réflexion de la chaleur, de confort d'été, par rapport à ce qui existait autrefois et par rapport même au verre diamant qu'on nous a demandé de faire pour la pyramide du Louvre, qui est totalement transparent, sans couche, et donc qui fait un peu un effet de serre. Aujourd'hui, on dépose sur ce qu'on appelle des magnétrons jusqu'à 12 couches atomiques. Donc c'est quand même déjà très précis. Alors c'est pas du verre quantique. Un exemple aussi pour vous signaler quand même les difficultés des groupes industriels. Il y a une quinzaine d'années, on avait réussi, grâce à ces dépôts de couches, à faire du verre photovoltaïque. C'est-à-dire que ce n'était pas sur du silicium, ce n'était pas ce qui vient de Chine, c'était sur du verre, on absorbait la lumière, on générait l'électricité. Alors, naturellement, on ne peut pas faire de la transmission lumineuse si c'est une fenêtre, tout en produisant de l'électricité. Il faut choisir. Mais ça veut dire que sur des bâtiments de grande hauteur, à chaque fois qu'il y avait un intersol, on pouvait garder la même colorimétrie de la façade, et sur l'intersol, on faisait à chaque étage du photovoltaïque. On a dépensé et perdu entre 400 et 500 millions d'euros d'argent pour Saint-Gobain. On a demandé à corps et à cri au gouvernement, à l'Europe, d'essayer de nous protéger sur cette nouvelle technologie, très différente du silicium, de ce qui était divisé par 2 en prix par les Chinois tous les 3 ans. Il ne s'est rien passé. Ça, c'était il y a 10 ou 15 ans. Donc on a arrêté. On ne peut pas perdre 500 millions d'euros. C'était il y a 10 ou 15 ans. Et c'était une technologie unique de photovoltaïque sur du verre. Bon. Après, moi, on m'a appelé il y a 1 an ou 2 pour dire faites du photovoltaïque. On ne va pas faire du photovoltaïque en silicium en France, alors que les Chinois ont des usines, ils en mettent 50 tous les ans, qui sont 10 fois plus grosses chacune de ce que Saint-Gobain pourrait faire. Donc c'est plié, le sujet est plié. Mais vous voyez, c'est de l'innovation très très en amont. On dit il y a un savoir-faire européen, français, Saint-Gobain, peu importe. Bon. Mais on est très engagé là-dessus, donc je vais m'enseigner sur ce que on pourrait faire sur la physique quantique. Et encore une fois, Alain Aspect était venu chez Saint-Gobain, ça a été un bon moment. Il est même allé visiter Pont-à-Mousson, peut-être vous l'aviez vu, monsieur le député, on avait fait un article, on était quand même heureux d'accueillir un prix Nobel de physique qui voulait voir la forge de Pont-à-Mousson. Et il a dit, chez Saint-Gobain, il y a de la vraie industrie et de la vraie science. Donc ça a fait plaisir. Sur votre question, la deuxième question, sur le recyclage, alors nous, on est aux alentours de 7-8% en recyclage externe. Naturellement, on recycle, ce qui est normal, mais toutes nos casses de production, quand on n'a pas exactement, parce que quand on fait des transitions de couleur, etc., ou d'épaisseur, il y a toujours de la casse, donc on recycle tout ça. Donc ça fait monter à 20 ou 30%, mais sur la collecte externe, on est à 7-8%. Il y a un vrai sujet de structuration de ces filières de recyclage. Nous, on a 810 points de collecte. 810 points de collecte sur le territoire grâce à nos agences. Donc beaucoup de nos agences sont équipées, les points P, les plateformes du bâtiment, de
Autrefois, on appelait ça des déchetteries. Et on a commencé il y a 20 ans, hein, donc bien avant qu'il y ait la REP ou quoi que ce soit. Moi, j'appelle ça des matériaux de déconstruction, parce que si on appelle ça des déchets, c'est pas bien. Mais on peut mettre le PVC, l'aluminium, le vitrage, la plaque de plâtre, l'isolation. C'est pas toujours très simple, hein, parce qu'on s'est retrouvé sur ces derniers mois avec des recycleurs et puis des salariés qui nous disent « Attendez, il y a de l'amiante dans le truc », alors qu'on nous garantit qu'il n'y en a pas. Donc c'est quand même des sujets très très compliqués en termes de responsabilité et qu'il faut structurer, professionnaliser. Mais on a lancé... le glass recycling, placo recycling. On a lancé, après en termes de produits, la première plaque au monde 100% cyclée en Angleterre, 50% recyclée en France. Donc tout ça, c'est très actif, à la fois parce que stratégiquement, ça nous permet de contrôler des matières premières. Le gypse, il n'est pas disponible sur la planète à l'infini. Le sable, il est en ressources limitées, hein. On fait très très attention sur les ponctions de sable. Donc tout ce qu'on peut recycler, nous, on sécurise des matières premières. Et deuxièmement, on baisse nos coûts de revient. Quand vous recyclez du verre, la matrice verrière est déjà faite, on ne repart pas du sable, donc on économise de l'énergie. Donc c'est gagnant-gagnant pour la planète, pour les ressources naturelles et pour le compte de résultat de Saint-Gobain. Donc plus on peut en faire, plus on le fait. Et on a installé sur nos usines des unités de tri magnétique, optique, pour pas que ce soit nos salariés qui fassent ça sur les... Donc c'est très très important, ça monte en puissance. Moi j'y crois beaucoup, parce qu'en plus c'est dans l'ADN du bâtiment. Enfin, les Grecs, ils ont piqué les pierres des Égyptiens pour faire leur temple. Et à Sainte-Sophie, vous avez les colonnes du temple d'Artémis. Donc voilà, c'est quand même assez naturel. Moi, j'ai grandi en Normandie. La ville de Caen était détruite à 80% après la guerre. On n'a pas été chercher les pierres en Haute-Normandie. On les a prises à Caen. Le confort d'été, c'est très, très important dans le bâtiment et également dans les bâtiments publics. On est très, très sollicité par les hôpitaux parce que, et on a des chantiers d'isolation par l'extérieur des façades pour ne pas devoir vider l'hôpital. Un hôpital, c'est hyper critique quand vous avez plusieurs jours au-dessus de 26 degrés. En termes de mortalité, hein. Donc là, c'est des sujets vitaux. Donc l'isolation par l'extérieur des bâtiments, des logements sociaux, on fait beaucoup de choses, hein. On peut faire de l'isolation par l'extérieur, vous gardez les locataires à l'intérieur. Nous, on a pris des images 3D du bâtiment, donc on prédécoupe en usine nos carrés de laine de verre ou de laine de roche pour l'isolation de la façade, et on arrive avec de la productivité sur le chantier, tout ça parfaitement ajusté, et donc on peut le faire. Après, il faut le faire à l'effet d'échelle, il faut trouver des financements, etc. Mais c'est très important, et paradoxalement, on voit les personnes beaucoup plus mobilisées sur le confort d'été que sur le confort d'hiver. Parce que le confort d'hiver, ceux qui ne peuvent pas, ils grelottent, ou ils sont malades le lendemain, et donc ils ne peuvent pas aller au travail, impact sur la productivité du pays. Mais sinon, les autres, ils montent le chauffage et la facture d'énergie. Sur le confort d'été, on suffoque. Donc c'est véritablement une question de... Et ça va monter en puissance, malheureusement, donc c'est très très important à traiter. Le DPE, c'est un sujet essentiel. Le référentiel, il est là. Nous, on y travaille depuis des années. On a développé, avec notre recherche et développement, une méthode qu'on appelle CUB, QUB, qu'on a utilisée en Angleterre, qu'on a utilisée en Suède, sur des logements sociaux qui, en Suède, n'ont pas de subvention si on ne peut pas mesurer avant, après l'évolution. Bon, on le promeut, on a signé des accords avec le CSTB. Moi, j'ai même proposé, vous voyez, gratuitement, de le mettre à disposition du CSTB. Comme ça, on ne va pas dire c'est Saint-Gobain qui promeut sa solution. Donc voilà, moi, tout ça est à disposition. Je ne peux pas aller brancher moi-même nos capteurs. Voilà, mais si vous voulez, on fait tout ce qu'on peut, objectivement. Après, si vous changez 15 fois et que vous dites on arrête d'isoliser les murs, moi, je ne sais plus faire. Objectivement, je ne sais plus faire. Enfin, j'ai passé 3 ans de ma vie, quand j'ai pris mes fonctions de directeur général, comme président du contrat stratégique de filière industrie de la construction. On a proposé une 50aine de projets de massification de l'efficacité énergétique, de formation des artisans, de compétences, de digitalisation. Aucun n'a été repris. Moi, j'ai indiqué plusieurs fois qu'on ne peut pas concevoir la France de 2030 si on ne conçoit pas les villes et le logement de 2030. Tout ça va avec. Le logement, il est essentiel à l'activité économique du pays, il est essentiel au bien-vivre social et démocratique. La rénovation énergétique, le confort d'été, le vieillissement de la population, c'est des sujets... Bon, on voit la crise dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, on met tout le savoir-faire de Saint-Gobain, notre énergie à disposition. Les journées n'ont que 24 heures et les semaines 7 jours. Donc, moi, il y a un moment, oui, il faut que je me concentre sur aussi ce qui se fait en Inde, en Australie ou en Allemagne et en Suède. Mais on a plein de bonnes choses en France. Donc, moi, je reste très optimiste. La volonté est là. On a besoin de visibilité, stabilité sur toutes ces politiques. Parce que une des bonnes choses, et je n'ai pas répondu à une des questions de ce qu'on a fait en France, l'apprentissage, c'est une vraie bonne chose. C'est une vraie bonne chose. On voyait ça en Allemagne, on voyait ça dans d'autres pays. Je pense que, alors il faut le doser. L'apprentissage, c'est pas pour les bac plus 5, c'est pour des personnes qui sont plutôt en BTS. Mais c'est une vraie bonne chose. Si vous êtes artisan à Périgueux, vous étiez sur le point d'embaucher votre apprenti que vous avez formé depuis 18 mois à la rénovation énergétique et que vous avez « Ah non, ça marche plus. Ah non, on n'y croit plus. » Ou le DPE, on le repousse en 2028. Vous embauchez pas.
Donc tout ça, ça a un impact majeur sur une filière qui est, et les présidents de la CAPEB et de la FFB le disent mieux que moi, c'est une filière lente, c'est une filière à inertie. Quand vous déposez la loi RE 2020, c'est très bien, mais il faut 1 an et demi à 2 ans pour que les architectes se l'approprient. Encore 1 an ou 2 pour avoir des permis de construire. Donc ça n'est qu'en 2025 ou 2026 que les architectes, les permis, les artisans et les bâtiments sortent de terre. Si on la change entre-temps, c'est pas possible. Et tout se met à l'arrêt. Donc on a eu ces stop-and-go permanents. Donc voilà, moi j'appelle de mes voeux de ce qu'on fait également dans d'autres pays, de la stabilité et de la visibilité. Et je suis très confiant que voilà, on a plein de belles choses et de bonnes choses et beaucoup de savoir-faire en France. Et donc ne détruisons pas des mécanismes qui ne sont pas optimum. Parce que quand même le DPE, ça marche dans beaucoup de circonstances. Il faut l'améliorer. C'est pas parfait. Il y a plein de choses qui sont pas parfaites, mais travaillons. Ça va prendre 5 ou 10 ans. Formons. Je pense que l'État peut former, avoir des écoles. Nous, on forme, encore une fois, des dizaines de milliers d'artisans. On a des générations d'artisans pour convaincre des jeunes de nous rejoindre et de les former. Donc, on a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Et moi, je suis confiant qu'on peut faire dans la continuité beaucoup de choses. Est-ce que un mot de conclusion peut-être sur moi, 3 sujets qui me tiennent à cœur pour vous indiquer comment un groupe industriel comme Saint-Gobain raisonne. Quand on regarde un pays pour y investir, pour continuer d'y investir ou pour y rentrer, moi je regarde un pays et ce que j'attends finalement des pouvoirs publics dans un pays, c'est un cadre à 4 bords. À l'intérieur du cadre, nous, on saura faire de la peinture verte, jaune, bleue, et la concurrence, l'innovation, on fera ce qu'il faut. Le cadre, il est à 4 bords, et il a besoin d'être compétitif, attractif et stable, parce que c'est le terrain de jeu. Un premier bord, c'est le coût de la fiscalité. Enfin, le coût du travail et la fiscalité. Ça peut être mieux, moins bien, mais on sait à quoi on s'attend, et c'est stable. Coût du travail et fiscalité. Plus c'est compétitif, plus c'est attractif. Premier bord du cadre. Deuxièmement, le sujet des infrastructures, les routes, les ports, les aéroports. Quand on va chercher nos matières premières pour Tamousson à Anvers, parce que le port de Dunkerque n'est plus compétitif, c'est pas possible. On a une façade maritime exceptionnelle en France. Il faut que nos ports, donc la logistique, donc l'activité économique, soient attractifs. Donc premier bord, coût du travail et fiscalité. Deuxième bord, les infrastructures, routes, autoroutes, ports. Troisième bord, l'énergie. Quelle est la stabilité, la visibilité de l'énergie décarbonée à laquelle on a accès. Je n'ai pas indiqué ces éléments-là, mais aujourd'hui, on sort d'un coût à Rennes à 42 €. Je rappelle que de 2011 à 2021, le coût de l'électricité en France était entre 30 et 35. On se couvrait à 30 ou 35. La Rennes n'était pas tirée, c'était un plafond. Bon. L'explosion du coût du gaz et du référentiel de prix en Europe à cause de la guerre en Ukraine a fait qu'on est sorti de ce plafond. Mais sinon, on a tous fonctionné très très bien avec un coût d'électricité à 30 ou 35, et nous on avait tiré la Rennes qu'une seule fois parce que c'est passé à 43 € au lieu de 42 en 2019. Voilà. Donc le coût de l'énergie, c'est extraordinairement important. Aujourd'hui, on passe sur du 70 €. On a des PPA en Espagne à 55. Le coût du gaz, aujourd'hui, il est de 40. Il va descendre, compte tenu de tout ce qui s'est investi, à 25. Quand vous avez un coût de l'électricité à 70 ou 80, c'est un équivalent du gaz. Si je prends l'équivalent de la tonne de CO2 du gaz, aux alentours de 60-70. Donc c'est entre 10 et 20 € du coût CO2 si vous avez de l'électricité à 80 ou 70, donc ça fait 50 ou 60 du coût du gaz en équivalent. Si j'électrifie une usine, j'ai un coût d'électricité qui me fait un équivalent au coût du gaz de 60, quand il va être à 25, et quand il est à 5 aux États-Unis. Donc sur des productions qui voyagent, pour des grands chimistes, des BASF, quand ils mettent 10 milliards aux États-Unis plutôt qu'en Allemagne, c'est parce qu'ils ont de l'énergie 5 fois plus compétitive sur des produits qu'ensuite ils vont exporter dans le monde entier, aux États-Unis, qu'en Allemagne ou en Chine. Donc le coût, troisième volet du cadre, le coût de l'énergie est extrêmement important, à la fois en visibilité dans le temps, parce que quand on fait une usine, c'est pour 30, 40 ou 50 ans. L'usine, on a fait du vert zéro carbone, elle est là depuis 150 ans en France, dans les Hauts-de-France. Et puis quatrième bord du cadre, l'éducation. Est-ce qu'on a de la main-d'œuvre, la formation motivée, disponible, des techniciens, des ingénieurs, des ouvriers, voilà. Donc c'est ça les 4 bords du cadre. Moi, c'est comme ça que je raisonne quand on va dans un pays, l'Australie, etc. Après, moi, un deuxième message qui est très important, c'est que je pense que tous ces grands sujets pour les industriels, ils se jouent au plan européen. On le sait, c'est vraiment au plan européen qu'on peut gagner. Et ben là, il faut un sursaut de l'Europe sur la compétitivité, sur l'investissement.
sur l'investissement en Europe, sur l'investissement dans l'éducation, dans la recherche et développement. Donc il faut, aux bornes de l'Europe, à la fois revoir les sujets de politique de concurrence pour véritablement créer des champions internationaux. Il faut s'assurer qu'on protège un certain nombre de marchés européens vis-à-vis de la concurrence qui arrive de partout. Et aujourd'hui, le fait que le marché américain est en partie fermé, on voit les Chinois débouler sur tout un tas de géographies qu'on ne voyait pas avant. C'est vrai de l'Europe, c'est vrai de l'Amérique centrale, c'est vrai du Moyen-Orient. Donc il faut un gros investissement sur l'Europe. Il faut qu'on ait une vision d'avenir sur l'Europe et une vision industrielle, une vision d'innovation, d'investissement dans l'éducation. Donc moi, je suis un Européen archi convaincu. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de savoir-faire. C'est le plus grand marché, mais il faut que ce soit un marché, pas 27 marchés. Il faut peut-être faire des choses à 3, 4 ou 5 pays de bonne volonté plutôt que de se mettre d'accord ou de ne pas y arriver à 27 et d'avoir finalement un consensus extraordinairement réducteur. Donc il faut véritablement créer un marché européen. C'est un marché européen sur les métiers industriels et puis un marché européen de capitaux. Aujourd'hui, l'écart que j'évoquais sur l'actionnariat des entreprises françaises, il est important. Pas pour que le cours de bourse bouge, mais si vous voulez, quand vous avez peu d'actionnaires, vous avez à compétence et à rentabilité égale des groupes américains qui sont valorisés 40 ou 50% de façon plus élevée. Et donc, quand on fait des grandes opérations industrielles, on fait des opérations en action. On paye avec son action. Si votre action est valorisée 15 fois alors que la française est valorisée 10 fois, celui qui est valorisé 15 fois, il vous mange de façon évidente. Donc l'actionnariat, outre l'investissement que ça représente en France, l'actionnariat ou en Europe, des entreprises françaises, il est extrêmement important. Je pense qu'on pourrait imaginer qu'au lieu que toute l'épargne des Français, qui est quand même très très importante, se déverse sur l'assurance vie, on la déverse sur les actions. Parce que ça, c'est un paramètre à la fois d'accompagnement de la vie économique du pays et puis de stabilisation de notre vie économique et de puissance économique qui est très très important. Le sujet de la fiscalité des charges, je l'ai parlé. C'est vrai que tout ce qui peut être fait pour réduire la dépense publique, être capable de redonner de l'air à l'investissement du pays, c'est absolument majeur. Donc je crois que des gens infiniment plus compétents que moi en ont parlé, mais c'est très très important d'arriver enfin à réduire les dépenses publiques, quelles qu'elles soient, quels que soient les niveaux. Après, la fiscalité, oui, il y aura de la fiscalité, il faut de l'équité fiscale, mais il faut que ça serve à quelque chose de façon très pertinente. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a une urgence, il y a une certaine attente très forte des grands industriels. Je peux vous dire que tous mes collègues français, ils sont très très engagés sur leur pays, très très engagés sur leur pays. Ils ont envie que tous les efforts d'innovation, de recherche, de contribution. On paye 35% d'impôts en France et je vous ai donné les chiffres tout à l'heure de ce que la valeur ajoutée est captée à 35% par l'État, 40% en net dans les salaires, 5% les actionnaires, seulement 20% pour l'innovation et l'investissement. Nous, on est très désireux que tout ça aille dans la bonne direction, mais il faut à un moment mettre sous contrôle la dette publique, s'assurer que l'argent public, quel qu'il soit, il est bien dépensé au bon endroit, redonner de la visibilité et de la stabilité sur des domaines qui en ont besoin. Le logement, c'est au cœur de la vie économique de nos sociétés. Et là, je déborde du cadre stricto sensu des marchés de Saint-Gobain, mais quand on ampute la mobilité professionnelle parce qu'il n'y a pas de logement, quand on a des personnes qui sont absentes parce qu'elles vivent dans des logements insalubres, quand les soignants, les enseignants ne peuvent pas vivre à Paris et donc ils ne vont pas enseigner à Paris, ils ne vont pas être dans les hôpitaux publics à Paris, tout ça, ça a des conséquences et des effets de bord extrêmement importants. Donc moi, je suis très attaché, très optimiste sur ce qu'on peut faire pour notre pays. Et Saint-Gobain, rassurez-vous, continuera d'y contribuer très fortement parce que c'est notre premier pays de chiffre d'affaires, c'est notre histoire. Et donc, on en est très fiers et on va continuer de la porter haut et fort. Et donc, voilà, moi, je souhaite passer un message d'optimisme, de long terme. On sait quel est notre cap et on va le garder. Ce n'est pas la première fois que Saint-Gobain fait face à des vicissitudes économiques, politiques ou géopolitiques. Donc, on va garder le cap de façon très ferme. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président Directeur Général. Eh bien, vous avez eu le bon mot de la fin. Cultivons ensemble, comme le disait le philosophe Alain, cultivons ensemble l'optimisme de la volonté. Et cela vaut pour tout, notamment dans la période dans laquelle nous sommes. Je vous remercie d'avoir apporté toutes ces précisions sur la stratégie que vous mettez en place pour le devenir du groupe Saint-Gobain. Nous, avec l'ensemble des commissaires de la Commission des affaires économiques, nous restons à votre disposition. Et n'hésitez pas à nous faire passer bien évidemment des informations sur les évolutions que vous mettez en place et des informations sur la situation du groupe. Nous serons toujours preneurs et nous restons à votre disposition.